La semaine dernière, un ami me décrivait une réaction qu'il a eue complètement impulsive. Vraiment hors de son caractère. Et il a fini son histoire avec cette phrase qu'on connaît tous. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. On a tous déjà ressenti ça, non? Ou au moins vu quelqu'un dans cette situation. Mais, et si cette perte de contrôle, c'était pas un défaut? Si c'était au contraire une tentative un peu désespérée de notre esprit pour nous sauver d'un déséquilibre? C'est vraiment la question centrale qu'on va explorer. Comment notre psyché travaille en coulisses pour nous maintenir et que se passe-t-il quand tout ce système est poussé à bout? D'ici la fin de notre discussion, on aura une bien meilleure idée de ce mécanisme fascinant et on verra comment nos rêves ou nos comportements les plus bizarres peuvent être des messages essentiels. Avant de commencer, un petit rappel important. Tout ce qu'on va dire ici, c'est à but éducatif, bien sûr. Ça ne remplace pas un avis médical ou psychologique professionnel, hein. Absolument. Alors, dans les prochaines minutes, on va d'abord plonger dans cette idée de la psyché comme un système d'énergie. Ensuite, on verra comment cet équilibre se manifeste, de façon très concrète, dans notre personnalité, dans nos rêves. Et enfin, on examinera ce qui se passe quand la pression devient trop forte. C'est parti, on décortique ça ensemble. Pour commencer, il faut, je crois, changer notre façon de voir les choses. On imagine souvent notre esprit comme un ordinateur, hein. Oui, logique qui traite des données. C'est ça. Mais des approches qu'on a étudiées proposent une autre image, plutôt comme un système énergétique en flux constant, une sorte de circuit sous pression. C'est une excellente image, oui. L'énergie psychique, ce n'est pas l'émotion ou la pensée elle-même. C'est ce qui leur donne de la valeur, de l'intensité. C'est la pression dans le système qui fait circuler les choses. D'accord. Sans cette énergie, une idée reste juste une information. Exactement. Avec cette énergie, elle devient une passion ou une obsession. Et cette énergie, elle circule entre deux grands pôles, si j'ai bien compris. Fondamentalement, oui, entre le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est tout ce qui est éclairé, ce à quoi on pense là maintenant. Et l'inconscient, c'est tout le reste. Et attention, ce n'est pas juste une cave où on jette les vieux souvenirs. Il est actif, il a sa propre énergie, il est créateur. Et ces deux-là sont connectés. Ils sont dans un va-et-vient permanent. L'idée qui ressort vraiment, c'est celle de compensation. Un peu comme une balance, non? Précisément. Si le plateau de la conscience est trop chargé d'un côté, disons par un excès de rationalité, L'inconscient va peser de l'autre pour rétablir l'équilibre. voilà, c'est un mécanisme de survie psychique. Si notre attitude consciente devient trop unilatérale, l'inconscient ne reste pas les bras croisés. Il va commencer à produire et à accumuler ce qui manque. L'émotion, le chaos, l'irrationnel. Il agit comme un contre-pouvoir. J'aime bien ce terme, contre-pouvoir. Donc, ce n'est pas un ennemi? C'est plutôt un partenaire qui nous évite de chavirer, en quelque sorte? C'est exactement l'idée. Il cherche à compléter le tableau. Le but du système, ce n'est pas la perfection d'un côté, c'est la totalité. Et la totalité, ça demande d'unir les opposés. D'accord. L'idée de la balance est claire, mais ça reste un peu théorique. Est-ce qu'on peut vraiment voir cette compensation à l'œuvre dans notre quotidien? Absolument. On peut la voir partout si on sait où regarder. Le premier endroit, le plus évident, c'est notre propre personnalité. Il y a un exemple très parlant. Une personne dont la vie consciente est excessivement intellectuelle, très cérébrale, Oui, sera souvent compensée par une vie sentimentale inconsciente, presque primitive. c'est-à-dire. Ça peut donner des coups de foudre totalement irrationnels, des débordements de colère qui surprennent tout le monde, y compris la personne elle-même. L'intellectuel qui a une passion secrète pour le catch, c'est une caricature, mais c'est un peu ça. Ah, je vois. C'est le fameux contraste entre l'image qu'on projette, la persona, notre masque social, Tout à fait. et ce qui bouillonne à l'intérieur. Donc, plus cette persona est rigide, parfaite, contrôlée. Plus son contraire, ce qu'on appelle l'ombre, grandit dans l'inconscient, en attendant son heure. Et c'est la même chose pour les attitudes. Une personne très extravertie, par exemple, aura un inconscient qui développe des tendances introverties. Attendez, ça veut dire que la personne la plus sociable d'une soirée, celle qui est au centre de tout, au fond d'elle, elle aspire secrètement à la solitude. C'est pas un peu caricatural? C'est plus subtil que ça. Ce n'est pas forcément un désir conscient. C'est juste que son système, pour ne pas s'épuiser dans une seule direction, va développer la fonction opposée dans l'inconscient. Et comment ça se manifeste? Ses rêves, par exemple, pourraient être peuplés d'endroits calmes, isolés. Ou alors, après une grosse période de socialisation, elle pourrait ressentir un besoin presque dépressif de se retirer du monde. Sans comprendre pourquoi. Exactement. C'est l'inconscient qui tire la sonnette d'alarme et qui dit « stop,
Il faut recharger de l'autre côté maintenant. Je vois. Et la deuxième grande fenêtre, vous l'avez dit, ce sont les rêves. J'ai lu ce passage sur les soldats de la Première Guerre mondiale. C'est frappant. C'est un exemple historique, oui, très puissant. Les psychologues de l'époque ont observé que tant que les soldats au fond de leurs tranchées rêvaient de leur vie d'avant, De choses paisibles. oui, de leur ferme, leur famille, des scènes de paix, ils arrivaient à maintenir un équilibre psychique. Leurs rêves compensaient la réalité qui était juste insoutenable. Ils leur rappelaient leur humanité. Le rêve agissait comme une soupape de sécurité. C'est ça. Mais alors, où était le signal de danger? Quand est-ce que ça devenait critique? Quand un soldat commençait à rêver de combat, d'explosion, Là, ça voulait dire que... ça voulait dire que la psyché était tellement submergée que le mécanisme de compensation était en panne. L'inconscient n'arrivait plus à produire l'opposé. Et à ce moment-là, leur santé mentale était en grand péril. On voit bien que l'inconscient nous envoie sans arrêt des signaux, à travers nos traits de caractère, nos rêves, pour nous aider. Mais que se passe-t-il si on ignore ces messages? C'est là qu'on revient à notre point de départ. Le fameux « je sais pas ce qui m'a pris ». Si la tension entre le conscient et l'inconscient devient trop forte, la compensation ne se fait plus de manière subtile. Non. Elle devient une irruption. L'énergie accumulée force la porte. L'inconscient surgit et prend les commandes. Il y a une illustration parfaite de ça, c'est le film L'Ange bleu. C'est un vieux film, mais psychologiquement, c'est d'une modernité incroyable. Oui, avec ce professeur, l'incarnation de la rigidité, de l'ordre de la morale étriquée. Il méprise tout ce qui est émotionnel, instinctif. Sa vie, c'est un carcan. Et un jour, il entre dans ce cabaret, l'Ange bleu, et il tombe amoureux de manière totalement irrationnelle d'une chanteuse, Lola Lola. Qui est son opposé absolu. Sensuelle, libre. Amoral. Et ce n'est pas juste une passion, c'est une possession. Il perd tout. Son travail, sa dignité, son identité. Exactement. La digue a cédé. Toute l'énergie émotionnelle qu'il a passé sa vie à réprimer n'a pas été libérée. Elle a explosé et elle a tout détruit. C'est ça, une compensation qui tourne mal. L'inconscient, quand il est ignoré trop longtemps, il ne chuchote plus. Il défonce la porte. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme ne s'applique pas qu'aux individus. Il peut aussi s'appliquer à des groupes. Absolument. C'est la même dynamique, mais à une échelle beaucoup plus grande. Quand une société est soumise à une norme collective trop contraignante, une idéologie trop rigide, une morale écrasante, son opposé se développe dans l'inconscient collectif. Et si la pression devient insupportable? L'énergie accumulée peut éclater. Donc, une révolution, une révolte sociale violente, ça pourrait être une sorte de « je ne sais pas ce qui nous a pris » à l'échelle d'une nation? C'est une façon très juste de le voir, oui. Ce sont des irruptions de l'inconscient collectif qui viennent balayer un ordre devenu trop rigide. Et souvent, ces mouvements ont une force, une irrationalité qui dépasse les individus, parce qu'ils sont nourris par cette énergie réprimée pendant des décennies. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Comment on peut devenir un meilleur gardien de l'équilibre pour soi? La première étape, c'est d'apprendre à écouter. Et le premier canal d'écoute, ce sont les rêves. Sans devenir un expert de l'interprétation. Non, pas du tout. Juste prendre l'habitude peut-être de les noter et de se poser une question simple. Est-ce que l'ambiance de mes rêves est à l'opposé de mon état d'esprit de la journée? Si je suis surmené, je rêve de vacances. Si je me sens seul, je rêve de foule. C'est un premier indice. Le deuxième point, c'est d'essayer d'identifier son contraire dans la vie éveillée. Si on se voit comme quelqu'un de très logique, il faut être attentif au moment où l'émotion fait irruption sans prévenir. Cette chanson qui nous fait pleurer sans raison. Des messages. C'est la partie de nous qui demande à être entendue. Et le troisième point? Le troisième, c'est, lors d'une réaction qui nous semble disproportionnée, de se poser la question: quelle partie de moi, habituellement silencieuse, est en train de s'exprimer ici avec autant de force? Ça me parle beaucoup. C'est le moment où on explose pour une histoire de chaussettes qui traîne, Exactement, alors qu'en réalité, la frustration est bien plus profonde. La chaussette n'est qu'un prétexte, quoi. c'est ça. La chaussette, c'est le détonateur. La vraie question, c'est: quelle est la charge explosive que je reprimais et qui a profité de ça pour sauter? La réponse est souvent éclairante. Bien sûr, le plus grand obstacle, c'est de ne pas juger ces parts de nous, de ne pas les voir comme mauvaises ou faibles. Le but n'est pas de les contrôler encore plus, c'est de les écouter, de les voir comme des informations précieuses, comme les voyants sur un tableau de bord. Ok, donc, pour résumer notre discussion. On a vu 3 points essentiels. D'abord, la psyché est un système d'énergie qui cherche constamment l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Une sorte d'autorégulation. C'est ça.
Ensuite, nos rêves et les aspects cachés de notre personnalité sont les manifestations de cette recherche d'équilibre. Ce sont les messages. Voilà. Et enfin, ignorer ces messages peut mener à des irruptions violentes de l'inconscient, au niveau individuel comme au niveau d'une société. Donc la prochaine fois qu'on a un rêve étrange ou une humeur qui sort de nulle part, au lieu de l'écarter, on peut juste prendre un instant et se demander quel message mon système essaye de m'envoyer pour m'aider à garder le cap. Et pour finir, peut-être une dernière pensée à méditer, et si la véritable maturité, finalement, ça ne consistait pas à maîtriser nos faiblesses, mais plutôt à avoir le courage d'intégrer nos contraires pour devenir un tout plus complet et plus authentique.